Bonsoir à tous et bienvenue dans la quotidienne info. Ils sont nombreux encore à avoir passé la nuit dans le noir et dans la chaleur étouffante. Depuis plusieurs semaines, les coupures intempestives d'électricité se multiplient dans le Grand Abidjan et dans les zones à urbanisation accélérée. Une situation qui alimente l'exaspération des Ivoiriens et ravive les interrogations sur la solidité du système énergétique ivoirien. La vague de forte chaleur enregistrée ces derniers temps, conjuguée à une demande en électricité en constante progression, est régulièrement évoquée pour expliquer ces perturbations. D'autres voix pointent plutôt la pression exercée sur des infrastructures jugées par moments insuffisamment adaptées au rythme de la croissance démographique, industrielle et urbaine de notre pays. Pourtant, paradoxe apparent, selon les autorités gouvernementales, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'une capacité de production globale théoriquement suffisante pour couvrir la consommation nationale, tout en continuant d'assurer ses exportations vers plusieurs pays de la sous-région. Alors, comment expliquer ces coupures récurrentes? S'agit-il de contraintes techniques ponctuelles sur le réseau, de difficultés liées à la distribution et au transport de l'énergie ou d'un signal d'alerte sur les défis énergétiques des années à venir? En attendant des réponses claires, les critiques, elles, s'intensifient sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique. La compagnie ivoirienne d'électricité en charge de la distribution et Côte d'Ivoire Énergie, gestionnaire du patrimoine du secteur, se retrouve au cœur du débat. La CIE a une nouvelle fois communiqué ce week-end pour évoquer des perturbations indépendantes de sa volonté. Alors que se passe-t-il réellement sur les réseaux électriques ivoiriens? Quelles solutions immédiates et quelles perspectives structurelles pour éviter le retour durable des délestages? Pour répondre à toutes ces questions, notre invité ce soir est le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, Noumory Sidibé. À mes côtés pour enrichir le débat et croiser les analyses, nos chroniqueurs, Mohamed Nour Diarasouba, consultant en communication politique, Al-Amin Fofana, consultant politiste, et Assemon Josias, qui lui est politologue, un chroniqueur avec qui, bien évidemment, nous allons poser toutes les questions et chercher à savoir tout ce qu'il faut savoir justement sur cette situation de coupure intempestive. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Bravo. Bonsoir. Merci beaucoup d'être dans la quotidienne info encore ce soir. Nous allons en discuter dans l'invité de la quotidienne tout de suite. L'invité de la quotidienne ce soir, c'est bel et bien le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, en la personne de Noumory Sidibé. Il est titulaire d'un diplôme de 3e cycle du Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar. Il est aussi titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université de Dakar. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, Alassane. Merci beaucoup d'être dans la quotidienne info ce soir. Merci de vous prêter aux questions d'Alassane et de ses chroniqueurs. Merci. Ici, il convient d'appeler la rubrique dans laquelle nous posons les questions, la grande actu. Les coupures d'électricité s'installent dans le quotidien des Ivoiriens. Depuis plusieurs semaines, Abidjan, comme certaines villes de l'intérieur du pays, font face à des interruptions intempestives de courant, une situation qui perturbe la vie des ménages, fragilise les activités économiques et alimente l'inquiétude des populations. Mais comment expliquer ces perturbations récurrentes? Quelles réponses concrètes des institutions en charge du secteur face à la montée des critiques? Regardez ce sujet d'Issa Kone et Moussa Nikema et on en discute en plateau. Depuis des semaines, nous sommes sujets à des coupures intempestives d'eau et de courant qui durent plus de 24 heures. Les conséquences du matériel de travail durement acheté qu'on a dû jeter à la poubelle car grillé par les coupures intempestives. De la nourriture, beaucoup de nourriture jetée également parce que nous n'avons plus la capacité de conserver. Je suis en train de m'éclairer à la torche. Il est 19h et peut-être 10 minutes, 19h07 minutes et le courant est coupé à la Palmeraie depuis 18h30. Ça c'est dimanche aujourd'hui. Mais hier samedi, à 23h, le courant s'est coupé et c'est revenu à 10h le dimanche matin. Comme ces internautes, des milliers d'Ivoiriens dans la capitale économique et dans certaines villes de l'intérieur font face à cette situation depuis plusieurs semaines, voire des mois. Interruptions soudaines, baisse de tension, coupures intempestives suscitent chez les consommateurs exaspération et beaucoup d'interrogations. Je ne sais pas comment je peux nommer cette situation. Le climatiseur des enfants a pris un coup. Celui du salon a pris un coup. Le frigo de madame a pris un coup. Et on ne peut rien faire. Nous étions obligés de faire sortir tous les aliments congelés. Ceux qu'on pouvait mettre sur le feu pour les sécher, on les fumait. Et puis ceux qu'on ne peut pas fumer, on donnait cadeau.
Ça nous fatigue vu que quand on quitte à l'école, on doit aller réviser tout. En tant qu'étudiant, quand on arrive à la maison, nous sommes fatigués, il y a la coupure de courant, on ne peut pas étudier. Une situation que vivent difficilement les Ivoiriens, même si certains font preuve de résilience. Déjà, qu'on nous prévienne avant les coupures pour qu'on puisse prendre des préventions, qu'on règle le problème le plus tôt possible. De toute façon, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Il faut que la fourniture de courant soit correcte, quoi. Voilà. Comme ça va protéger nos appareils. Parce que les factures viennent. Malgré que le courant se coupe, mais les factures viennent. Donc on paye. Et si le courant se coupe comme ça, donc ça nous crée un désagrément. Beaucoup d'Ivoiriens pointent du doigt la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, chargée de la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire. L'institution chargée de la production d'électricité est Côte d'Ivoire Énergie. Comment expliquer ces coupures intempestives alors que la Côte d'Ivoire, selon les données, s'est imposée ces dernières années comme un modèle régional en matière de production d'électricité? Que font les institutions spécialisées en la matière? Et quelle politique faut-il mettre en œuvre pour accroître la production de l'énergie, mais surtout satisfaire la demande? Ce soir, dans la quotidienne info, Noumouré Sidibé, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, devra répondre à toutes les questions d'Alassane Drabo et ses analystes. Mais avant même que d'y arriver, monsieur le directeur général, beaucoup d'Ivoiriens confondent les responsabilités entre CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité, et Côte d'Ivoire Énergie. Est-ce que vous pouvez expliquer clairement la chaîne de valeur du secteur électrique ivoirien? Merci beaucoup, Alassane. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de traduire à la direction générale de NCI les remerciements du ministre Mamadou Sangafoa, qui est notre ministre de tutelle technique, qui voudrait donc remercier votre chaîne pour l'opportunité que vous donnez donc à la puissance publique de s'exprimer sur ce sujet qui est d'intérêt national et qui fait donc l'objet de beaucoup de débats, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la presse. J'ai été désigné pour participer à cette émission et pour donner les éléments d'éclairage nécessaires. C'est un exercice auquel je vais me soumettre avec beaucoup de plaisir et en toute transparence. Mais avant cela, je voudrais personnellement faire preuve d'empathie vis-à-vis donc de nos compatriotes qui sont victimes donc de cette situation difficile que nous traversons depuis quelque temps et qui, j'ai envie de dire, se traduit par une double peine, notamment la chaleur que nous avons, la chaleur particulière que nous avons dans cette période-là, qui, couplée au manque d'électricité, bien évidemment, se traduit par une situation assez difficile. Et également, aujourd'hui, les produits qu'ils souhaiteraient conserver, aujourd'hui ne le peuvent pas, parce que, bien évidemment, on a ce manque d'énergie. Cela dit, pour revenir donc à votre question, il faut comprendre que le système électrique ivoirien est organisé autour d'un ensemble d'acteurs, parce qu'il s'agit avant tout d'une mission de service public. Donc c'est une mission qui est de la responsabilité et qui est conduite par l'État de Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de sa mise en œuvre, le ministère de l'Énergie est donc notre tutelle technique à tous. Et en dessous donc du ministère de l'Énergie, nous avons ce qu'on appelle les acteurs publics, dont le principal est Côte d'Ivoire Énergie, qui a en charge donc la planification du développement de notre secteur énergétique, est maître d'œuvre pour la réalisation donc, des travaux qui sont de la responsabilité de l'État et qui est également maître d'ouvrage pour tous les autres travaux. À côté de Côte d'Ivoire Énergie, nous avons un régulateur. Donc il s'agit d'une autorité administrative qui a en charge de veiller au respect de l'ensemble des tests qui encadrent donc, notre secteur d'activité et qui a également le recours des consommateurs lorsque ces derniers estiment que leurs droits ne sont pas pris suffisamment en compte. En dessous de ces deux entités publiques, nous avons donc des structures privées qui interviennent dans les 3 segments de notre industrie. Donc on a des producteurs d'énergie qui eux-mêmes vont utiliser le facteur de production premier que nous avons dans notre secteur, qui est le gaz. Donc on a des fournisseurs de gaz. Vous avez dû entendre parler de Foxtrot, CNR, Eni, ceux-là sont des fournisseurs de gaz. Ils mettent le gaz à la disposition des producteurs d'énergie, que sont Cyprel, Azito, Car Power, pour produire donc l'électricité
À côté de ces derniers, il y a donc celui qui fait la distribution, qui est donc la CIE, et qui fait le transport d'abord, la distribution et la commercialisation de l'électricité. Pour ce qui concerne Côte d'Ivoire Énergie, depuis 2017, en plus donc de notre rôle régalien, il a été donc l'État du Côte d'Ivoire a compris que c'était bon que dans le cadre du service public, que notre entité nationale puisse être également producteur d'énergie. Donc depuis 2017, nous avons également nos ouvrages de production, notamment le barrage de Soubré. Nous venons de finir récemment un nouveau barrage, celui de Gribo-Popoli. Nous avons fait la première centrale solaire de la Côte d'Ivoire, à Boundiali. Et donc, nous sommes donc sur ces différents segments. Et justement, depuis plusieurs semaines aujourd'hui, monsieur le directeur général, les coupures, je le disais tantôt, se multiplient, notamment dans le Grand Abidjan. Est-ce qu'on peut parler simplement d'un incident conjoncturel ou bien de quoi il s'agit? Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, ce sera un jeu de transparence. Très bien. Donc, j'expliquerai les choses telles qu'elles sont. Alors, quand on sort de la crise qu'on a connue donc, jusqu'en 2010, en 2011, on fait donc un état des lieux. On constate qu'on a un déficit d'investissement depuis plusieurs années, un peu plus d'une décennie. Et donc un plan directeur donc, à l'horizon 2030 est élaboré. Ce plan directeur permet d'identifier l'ensemble des investissements qui sont nécessaires dans le segment de la production, dans le segment du transport et dans le segment de la distribution pour offrir une certaine qualité donc, de fourniture à l'ensemble de nos compatriotes. Ce plan directeur, bien évidemment, nécessite la mobilisation d'un certain nombre de ressources qui, progressivement, sont mises à la disposition pour réaliser donc, l'ensemble des ouvrages nécessaires. Ce plan directeur, le premier plan directeur, il était évalué à plus de 10 000 milliards de francs CFA. À l'issue donc de sa mise en œuvre, sur la période 2011-2025, il y a eu des réalisations majeures qu'on a tous constatées. À titre d'illustration, je vous donnerai quelques chiffres. Donc, la capacité installée pour la production d'énergie était de 1391 MW. En 10 ans, en 15 ans, disons, on a installé 1881 MW additionnels. Donc, 1391 MW installés en 50 ans, et en 10 ans, 15 ans, nous avons donc installé 1881 MW. Les postes qui permettent, donc les postes de haute et très haute tension, étaient que 46 en Côte d'Ivoire. Nous avons réalisé en 15 ans 26 nouveaux postes. Nous avons réalisé 3041 km de lignes haute et très haute tension, alors qu'il n'existait pendant 50 ans que 4478 km. Sur les lignes, donc le réseau de moyenne et basse tension, nous avons réalisé 38 000 km, un peu plus de 38 000 km donc de réseau, contre 36 000 km qui existaient en 50 ans. Et vous allez comprendre pourquoi j'égrène tout cela. Ensuite, on a construit donc un nouveau dispatching. Il n'y avait qu'un seul dispatching, c'est le centre de contrôle qui permet d'assurer le mouvement d'énergie, qui existait dans notre bâtiment au plateau. On en a fait un nouveau, que tout le monde a vu, à Yamoussoukro. Et également, nous avons donc électrifié plus de 6600 nouvelles localités, contre 2800 localités qui étaient électrifiées pendant les 50 premières années. Donc en 15 ans, on fait 6600 nouvelles localités électrifiées. Pendant les 50 premières années, on n'avait que 1 100 000 abonnés en Côte d'Ivoire. En 15 ans, le réseau va absorber 4 200 000 nouveaux abonnés, pour passer à 5 300 000 abonnés. Et également, on a amélioré le rendement global du réseau, qui était de à peu près 71%, qui est passé aujourd'hui à 85%. On a amélioré donc, le taux de couverture national. Il n'y avait que 34% de taux d'électrification des localités administratives de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a 98% des localités administratives de la Côte d'Ivoire qui sont électrifiées. On a amélioré le taux d'accès. Donc, on a à peu près on a pris à peu près 25 points au niveau du taux d'accès de l'électricité. Quand on a fini de dire ça, la question revient, c'est de dire, quand on voit donc cette embellie-là, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'aujourd'hui, on s'en devant cette situation? Absolument. Voilà. Et donc,
j'ai envie de dire qu'on a fait des choix techniques à un moment donné. L'idée, c'était de démocratiser l'accès à l'électricité. C'est ce choix que l'État de Côte d'Ivoire, sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, a décidé de faire. Donc, faire en sorte que tout le monde puisse avoir le plus tôt possible accès à l'électricité. Donc, les premiers investissements vont être orientés dans ce sens-là. Donc, des nouvelles localités à électrifier, renforcer le parc de production, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, qui a été quasiment doublé, et un peu plus que même doublé, et donc permettre à de nouvelles localités d'avoir accès à l'électricité, permettre à certains compatriotes, plus de compatriotes d'avoir accès à l'électricité. Et donc, la contrainte que ça nous impose d'un point de vue technique, c'est qu'on est ce qu'on appelle dans la limite de capacité. C'est un choix qu'on a fait. Donc, s'il n'y a pas d'incident majeur, s'il n'y a pas d'événement exogène, on est à la limite. Mais lorsqu'on a un événement majeur, on va avoir un déséquilibre de notre réseau. C'est un choix qu'on a fait dans d'autres pays. Ils décident de ne pas raccorder de nouveaux abonnés tant que les investissements ne sont pas réalisés. Ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, grâce au PEPT, on raccorde à peu près 500 000 nouveaux abonnés, grâce au PEPT uniquement. C'est un choix de l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, on est à la limite des capacités. Donc, quand il y a un événement, un choc exogène, bien évidemment, ça va se traduire par un déséquilibre. Et quel événement y a-t-il en ce moment? Voilà. Donc, depuis quasiment 3 ans. Très bien. Voilà. Et si vous regardez, j'ai même vu tout à l'heure quand je venais sur une chaîne étrangère, pour dire que cette année est l'année la plus chaude de l'histoire de l'humanité. Voilà. Donc, depuis 3 ans, on a donc, de façon exceptionnelle, donc des pics de chaleur très importants. Et donc, qui, du coup, malgré la planification qui est faite, on arrive à des niveaux de consommation qui vont au-delà largement de notre planification. Les planifications que nous faisons en Côte d'Ivoire, et j'ai envoyé des documents ici qui l'attestent, par exemple, les derniers plans directeurs qui sont en cours aujourd'hui, aussi bien sur la production et le transport, que sur les extensions de réseau, que sur les automatismes, c'est l'horizon 2022-2040, et dans le cadre duquel on a identifié l'ensemble des projets qu'il faut réaliser. Très bien. Et le taux de croissance sur lequel on a travaillé, c'est entre 6 et 8%. C'est exceptionnel dans notre industrie. Dans les pays développés, ils sont entre 1 et 2% de taux de croissance. Mais depuis plusieurs années, nous avons ce niveau de taux de croissance. Très bien. Et donc, nous avons bâti tout le système sur la base de ce taux de croissance. Et de façon exceptionnelle, à titre indicatif, sur le mois de février, comparé à février de l'année dernière, on a 14% de taux de croissance de la demande qu'il faut satisfaire. Et donc, la contrainte va porter sur le réseau lui-même. Donc, on n'a aucune contrainte aujourd'hui sur la production. On a de la capacité de production et même on a de la marge par rapport à la demande qui s'exprime aujourd'hui. Très bien. Monsieur le directeur général, on aura l'opportunité, bien évidemment, de discuter de tous ces points que vous venez donc d'évoquer et de ces succès aussi que vous avez cités de la Côte d'Ivoire dans le secteur énergétique. Impératif du journal télévisé oblige. Nous allons marquer la première pause de cette émission, aller pour les news et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la discussion. À tout de suite. Merci. De la bonne humeur, une cuillère à soupe d'infos et une grosse dose de béret. Showbuzz, nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Nous allons dépaporiser, c'est ça qu'on aime. Avec beaucoup d'interrogations. Pourquoi on nous décompte pas? Mais c'est pas mal. Remuez bien le tout et obtenez une délicieuse session de dépaporisation. C'est dire que nous, notre vie, là, c'est le béret en permanence. Et ça profite aussi aux fans. Allons voir ce qui se passe sur le mur de la Papouasie. Chaque jour, le président de la Papouasie et son gouvernement mettent les petits plats dans les grands pour vous offrir une recette au goût unique. Donc quand tu sors sur le maillot. Ah, merci, président. Showbuzz, l'officiel du show business ivoirien à consommer sans modération. Voilà, j'ai aimé. Mais si ça sase. Du lundi au vendredi à 11h30, seulement sur NCI. Chaque mardi et mercredi, vivez ces histoires vraies qui bousculent, émeuvent et inspirent. Parce qu'au-delà du fait divers, il y a toujours un message, une vérité,
une leçon de vie. Un enfant qui a passé 6 ans à te considérer comme un père, tu ne peux pas lui faire ça. Et puis les menaces de donner son argent. Il dit non pas, ils n'ont pas. Comme ça, il a allumé le feu, il a mis sur. Il a fermé pour la personne qui va sortir là. Il va faire amour. Tous les mardis et mercredis à 21h15 sur NCI avec Evelyne Débat. Focus fait divers. Plus que jamais, chaque histoire compte. Elle pensait avoir trouvé sa place dans la puissante famille Sitoy. Mais en une nuit, tout bascule. Oh, Maïda, tu n'abandonnes jamais. Je sais que tu es coupable de tout, Daisy. À commencer par Nélito. Il fallait en être sûr pour ne pas pleurer sur la mort de quelqu'un d'autre. Il faut l'enterrer très vite. Très vite, les accusations tombent. Traqué par la police, Moreau doit fuir. Le temps passe, Moreau et Maïda se rapprochent et Lucas n'est plus qu'une vieille histoire. Oublions tout ça, Maïda. Et pensons à nous deux. Mais la vérité est encore plus incroyable. Et pendant que les secrets refont surface, un nouveau drame frappe la famille. Isora est retrouvée morte. Les secrets vont enfin être révélés. L'histoire continue. Maïda revient bientôt sur NCI. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce lundi, le lancement du Salon international des ressources extractives et énergétiques à la salle de congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. Cette deuxième édition a pour thème « Industries extractives et énergétiques. Quelles infrastructures pour soutenir le développement économique en Afrique ?» Un symposium international sur les collectivités territoriales se tiendra du 26 au 28 mars prochain à Yamoussoukro, une initiative du Sénat ivoirien qui attend 300 personnes. L'événement a été présenté lors d'une conférence de presse ce lundi. Et puis, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Amédée Kouakou, était en visite de terrain ce lundi à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Une immersion sur les installations de la SODECI, l'entreprise en charge de la production et de la distribution de l'eau potable en Côte d'Ivoire, pour s'imprégner des réalités opérationnelles du terrain. Le Salon international des ressources extractives et énergétiques, CIREX, a été officiellement lancé ce lundi à Abidjan. La cérémonie d'ouverture s'est tenue à la salle de congrès du Sofitel Hôtel Ivoire en présence du vice-premier ministre Téné Birahima Ouattara, placé sous le thème « Industries extractives et énergétiques. Quelles infrastructures pour soutenir le développement économique en Afrique ?» Cette deuxième édition devrait accueillir plus de 50 000 visiteurs. Pierre Dipomela. Un CIREX 2026 encore plus structurant et plus influent, à la hauteur des attentes du continent africain. C'est ce que promettent les organisateurs du Salon international des ressources extractives et énergétiques. Le vice-premier ministre a pris part au lancement officiel de l'événement prévu du 18 au 22 novembre 2026. Téné Birahima Ouattara a dit l'importance qu'occupent les ressources minières et pétrolières dans l'économie ivoirienne et le positionnement de la Côte d'Ivoire à l'échelle continentale. Le CIREX contribue à mettre en œuvre la vision du président de la République qui entend faire des ressources extractives et de l'énergie le second pilier du développement économique de notre pays aux côtés de l'agriculture. Notre pays est sur une bonne dynamique dans ce secteur stratégique. En effet, ces dernières années, nous avons fait des découvertes majeures de gisements d'hydrocarbures et de mines qui attestent de l'important potentiel de notre pays en ressources minérales. Notre pays est désormais le plus attractif de l'Afrique de l'Ouest et se classe au 5e rang à l'échelle du continent africain. Industrie extractive et énergétique, quelle infrastructure pour soutenir le développement économique en Afrique? C'est autour de ce thème que vont s'articuler les activités du CIREX 2026. En choisissant le thème de la deuxième édition du CIREX, nous voulions souligner le caractère critique des infrastructures dans l'exploitation des ressources minérales et la nécessité pour les pays africains
d'y prêter attention et de mutualiser leurs efforts. Après le succès de la première édition, le CIREX s'inscrit désormais parmi les grandes conférences africaines de référence, avec 22 pays représentés, 2200 participants professionnels, repartis satisfaits, 350 exposants, plus de 50 000 visiteurs, 150 médias nationaux et internationaux, près de 4 000 milliards de francs CFA en intentions et accords d'investissement. Cette année, le pays à l'honneur est le Botswana. Cap à présent sur Yamoussoukro. La capitale politique ivoirienne accueillera du 26 au 28 mars prochain un symposium consacré aux collectivités territoriales. Initié par le Sénat de Côte d'Ivoire, cette rencontre de haut niveau réunira près de 300 participants, parmi lesquels des élus locaux, des experts, des partenaires techniques et des représentants d'institutions nationales et internationales. Objectif affiché, réfléchir aux enjeux de la gouvernance locale, du financement, du développement territorial et du renforcement des capacités des collectivités dans un contexte de décentralisation accrue. Les grandes articulations de cet événement ont d'ailleurs été présentées aujourd'hui au cours d'une conférence de presse à Abidjan. Salif Alekwe et Chak Bleu. Accélérer la décentralisation pour un développement local effectif est la thématique autour de laquelle le symposium sur les collectivités territoriales est organisé les 26, 27 et 28 mars à Yamoussoukro par le Sénat, la Chambre haute du Parlement ivoirien. Pour en donner les grandes lignes, le président de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales de cette institution, professeur Vali Sidibé, président du comité scientifique du symposium, en a dévoilé les grandes lignes. Nous voulons identifier des leviers concrets d'accélération du développement local durable, ce qui est fondamental. Ensuite, la formulation des recommandations opérationnelles et je dirais même pragmatiques mises à la disposition des collectivités territoriales pour booster leur développement. Il n'y aura pas seulement que des maires, il y aura des experts, des universitaires et des sachants qui ont déjà appliqué ça sur le terrain et qui ont des résultats. Si vous venez à Yamoussoukro, vous allez avoir des résultats concrets. Un rendez-vous pour la mise en œuvre accélérée des questions de décentralisation autour de 6 axes. Le symposium international se déclinera en 6 axes majeurs, notamment l'état des lieux du transfert des compétences, la finance des collectivités territoriales, le statut des élus locaux et des personnels, la coopération entre collectivités territoriales, les missions du Sénat dont l'accompagnement de la décentralisation, le leadership féminin et le développement des collectivités territoriales. Les mots ont été diagnostiqués. On connaît les textes qui ont régi déjà le transfert des collectivités, le transfert des compétences aux collectivités territoriales. Mais il reste que ces textes n'ont pas encore eu gain de cause du point de vue de leur application pragmatique. L'objectif donc de ce symposium est de reconsidérer la décentralisation non pas comme une option, mais comme une condition sine qua non du développement intégral local. En partage avec l'Assemblée nationale, le Sénat vote la loi, consent l'impôt, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. En outre, la Chambre haute du Parlement assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Amédée Kouakou, était en visite de terrain ce lundi à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Une immersion sur les installations de la SODECI, l'entreprise en charge de la production et de la distribution de l'eau potable dans le pays. Objectif de cette sortie, s'imprégner des réalités opérationnelles du terrain et évaluer les défis auxquels fait face la structure dans un contexte de forte croissance urbaine et d'augmentation continue de la demande en eau. Le récit de Pierre Dipomela. Cette visite de terrain au centre de supervision de la SODECI, société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, du ministre Amédée Kouakou, qui a pris récemment la tête de ce département ministériel, vise à faire le point des défis liés à la production et à la distribution de l'eau potable aussi, dans les grandes agglomérations que dans les zones rurales. Nous repartons très heureux parce que, au terme de nos échanges,
il y a des travaux qui vont être faits sur les villes, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous avons la disponibilité en eau. Le seul problème qui se pose, c'est le fait de poser des canalisations pour que l'eau arrive dans les ménages. Sur Abidjan, on a plus de 1 million de mètres cubes jour, sur l'ensemble de l'intérieur, 800 000 mètres cubes jour. Mais sur les deux entités, c'est un peu plus de la moitié qui est produit et distribué aux populations. Donc ça veut dire qu'il y a la disponibilité en eau. Il faut, comme je l'ai dit, poser juste les canalisations. Mais nous allons proposer un programme au gouvernement de sorte que la vision donc, du président, qui est de donner de l'eau à l'ensemble des populations, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, cette vision-là puisse être mise en œuvre assez rapidement. Le ministre a également expliqué les problèmes d'adduction d'eau dans certaines localités spécifiques à l'intérieur du pays pendant la saison sèche, notamment Bokanda, où la fourniture d'eau est liée aux cours d'eau et au forage. Dernière ligne droite pour les candidats au recrutement spécial des enseignants contractuels en matière scientifique. Au total, 7600 postulants affrontent depuis ce dimanche 22 mars les épreuves écrites de ce concours exceptionnel. Il est destiné à réduire le déficit d'enseignants de mathématiques et de sciences physiques dans les lycées et collèges du pays. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Nguessan Kofi, a procédé lui-même au lancement officiel des compositions. C'était au lycée classique d'Abidjan, tout en apportant des précisions sur les enjeux de ce recrutement. Thiemé Dangé, Eric Kimo. Lycée classique d'Abidjan-Cocody. Aux portes de ce centre de composition du concours spécial portant recrutement de 2000 enseignants de mathématiques et de sciences physiques, des candidats se soumettent aux formalités d'accès. À l'intérieur, d'autres déjà bien en place. Sur les visages, se lisent à la fois motivation et stress. Descendu sur le terrain pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves, le ministre de tutelle, Dr Nguessan Kofi, casse le lourd silence ambiant des lieux qui ne lui échappe pas. C'est juste pour... L'ambiance pesante levée, place à la distribution des copies par le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, qui, en retrait, met en épingle contexte et attente de ce recrutement spécial décrété en Conseil des ministres. Le président de la République fait des efforts pour construire de nouveaux lycées et collèges, des collèges de proximité, des lycées d'excellence. Il va falloir préparer sérieusement le corpus des enseignants dans les matières scientifiques de sorte qu'à terme, on ait un grand nombre de jeunes capables de traiter efficacement les matières scientifiques. D'une ligne budgétaire de 2000 postes disponibles pour 7000 candidats en lice, ce concours à son dernier virage suscite des inquiétudes au niveau de la qualité des enseignements à dispenser. Sur la question, Nguessan Kofi rassure. Certains sont déjà des répétiteurs à la maison. Certains ont déjà une expérience dans certains lycées et collèges privés. J'ai vu certains qui ont la pédagogie. Et avec l'appui des professeurs chevronnés qui sont déjà dans les collèges et dans les lycées, ce sont les mentors de ces jeunes. Donc moi, je pense qu'il faut faire confiance à nos jeunes. Avant, les candidats, pour leur part, saluent l'opportunité du gouvernement qui leur permettra d'intégrer le corps des professeurs de collège à titre exceptionnel, répartis dans 5 centres de composition, dont un à Abidjan et 4 à l'intérieur du pays. Les candidats vont être situés sur leur sort d'ici le 31 mars et mis en situation d'enseignement des nouvelles recrues à partir du 13 avril prochain. Et toujours dans l'actualité, après l'incendie survenu dans la nuit du 22 mars à la base électrique d'Angré-Djibi à Cocody, la situation est désormais maîtrisée. La compagnie ivoirienne d'électricité assure que le courant a été rétabli dans l'ensemble des zones affectées, tout en appelant les usagers à la compréhension face aux perturbations liées à la forte chaleur enregistrée ces derniers jours. Les précisions de Moussa Nikiema et Chak Blé. Suite à un départ de feu survenu au poste source de la Djibi dans la nuit du 22 mars, la fourniture de l'électricité est perturbée dans quelques quartiers de la commune de Cocody. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE. Sur les lieux, les responsables rassurent du retour progressif de la lumière. Nous avons eu plusieurs quartiers qui ont été impactés. C'est vrai que lorsque le feu a démarré, ce feu a été très rapidement circonscrit avec l'aide des sapeurs-pompiers très tôt ce matin. Par la suite, nous avons eu plusieurs équipes techniques
qui ont été mobilisés et la reprise de l'alimentation s'en est suivie. Donc plusieurs quartiers ont été repris depuis 9h et cela s'est poursuivi jusqu'à très récemment à 15h, notamment les quartiers de Angré-Château, du Chu d'Angré, de Abata, de Bonoumé sont repris. À l'heure où je vous parle, nous avons environ 75% de la clientèle qui a été réalimentée. Pour les 25 autres, les équipes sont toujours mobilisées, comme vous pouvez le voir. Les équipes sont toujours mobilisées pour pouvoir ramener la situation à la normale. La CIE rassure que toutes les zones impactées par l'incident sont remises sous tension depuis ce lundi. Au-delà de cette situation, la CIE assure que les coupures d'électricité dans les autres localités sont dues à la période de forte chaleur actuelle. Nous sommes dans une saison chaude, donc de façon naturelle, nous, usagers de l'électricité, on utilise suffisamment les équipements de froid, tels que les climatiseurs, les réfrigérateurs, et cela engendre une hausse de la consommation. Donc cette hausse de consommation aura un impact sur le taux de charge de certains ouvrages haute tension. Donc certains tronçons peuvent être amenés à être très chargés, cela peut créer des incidents. C'est vrai qu'il y a eu des incidents dans certains quartiers, mais ce sont des incidents localisés dans des zones à forte expansion démographique. La CIE par ailleurs s'excuse des désagréments et rassure que les efforts sont déployés pour garantir les meilleures qualités de service auprès de chaque usager d'électricité. La 3e édition de la Semaine nationale de la presse a été officiellement lancée aujourd'hui à Abidjan, un rendez-vous devenu incontournable pour les professionnels des médias, présenté comme un espace de réflexion, de formation et de dialogue au service de la démocratie et de la cohésion sociale. Pendant 5 jours, journalistes, experts et institutions échangeront autour des mutations et des défis du secteur de la presse. Faltia Koulibaly, Joseph Zekré. À la salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture, élèves, étudiants et acteurs de la communication se sont donné rendez-vous pour le lancement de la Semaine nationale de la presse. Une rencontre placée sous le thème « Comment mieux s'informer ?» dans un contexte marqué par les profondes mutations du paysage médiatique et les défis croissants liés à la désinformation. Nous allons, par des ateliers pratiques, amener les élèves à mieux comprendre le mécanisme de la production de l'information et afin de pouvoir eux-mêmes déjà faire le tri dans le flot d'informations qu'ils reçoivent. Nous visons les élèves des collèges, des lycées et des grandes écoles, des étudiants donc, à faire en sorte qu'ils puissent être armés pour naviguer dans le flot incessant des informations. Pour mieux s'informer, ce public-là doit s'impliquer dans la consommation de l'information qu'il cherche. Ça voudrait dire qu'il doit se former, savoir c'est quoi l'information, à partir de quel moment on parle d'information. Jusqu'au 27 mars, la Semaine nationale de la presse se positionne comme un espace d'éveil et de responsabilisation face aux enjeux de l'information. Un engagement essentiel à l'heure où s'informer juste devient un véritable défi au quotidien. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Ne décrochez pas. Le bloc info se poursuit avec la quotidienne info que reçoit ce soir Noumory Sidibé, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Chers producteurs et opérateurs intervenant dans la commercialisation du cacao en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a décidé, au titre de la campagne intermédiaire 2025-2026, de garantir un prix minimum Borchamp de 1200 francs CFA par kilogramme de cacao bien fermenté, bien séché et bien trié aux producteurs. Conformément aux nouvelles dispositions, cette campagne intermédiaire s'étendra du 4 mars au 31 août 2026. Le Conseil du café cacao invite au respect scrupuleux du prix minimum garanti de 1200 francs CFA le kilogramme de cacao. Le Conseil du café cacao tient à rappeler à tous les opérateurs que le non-respect du prix minimum garanti Borchamp aux producteurs est passible de poursuites judiciaires. Aucune réfaction n'est autorisée. Bonne suite de campagne cacao 2025-2026 à tous. Le Conseil du café cacao au service des producteurs. Nous
nous servons l'essentiel de l'actualité sportive. Analyser, décrypter, découvrir, comprendre. Toute l'actualité sportive en une seule dose. Dans tous les stades, sur tous les terrains, toutes les performances sont passées en revue. NCI Sport Express, lundi et jeudi à 21h15, exclusivement sur NCI. Est-ce que tu te portes bien? Quel homme à mon âge n'a pas une partie de son corps qui tremble, Isaka? Ok. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que... Non. Je veux que Lamine me le dise lui-même. Rokia viendra vivre ici. Je comprends pas que tu prennes les choses aussi froidement. On dirait que tu veux insinuer quelque chose. Si tu acceptes que ton père fasse ça à ta mère, c'est que tu pourrais me faire la même chose. J'ai peur de ne pas comprendre, monsieur. Si ton père s'oppose, parce que ma fille est non musulmane, que feras-tu? Attends, c'est quoi finalement? C'est quoi? C'est une espèce de taxe qu'on te paye en épousant les filles que tu veux ou quoi? Non. Supporter des mariages impossibles avec une fille alors qu'il y a la fille Touré qui est en train de te courir après. Ça s'appelle saisir les opportunités. Retrouvez Cast du lundi au vendredi à 21h30 sur NCI. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur le plateau de la Quotidienne Info. Ce soir, émission consacrée spécialement à la question de coupures intempestives d'électricité à Abidjan et dans certaines villes du pays. En plateau avec nous pour en discuter, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, monsieur Nou Maurice Sidibé. Bonsoir, merci beaucoup, monsieur le directeur général, d'être toujours avec nous. Et puis en face de vous, Mohamed Nour Diarasouba, c'est moi Josias, et Alamine Fofana. Monsieur le directeur général, avant la pause, avant NCI News, vous évoquiez notamment la forte chaleur comme l'une des causes principales, sinon la cause principale de cette coupure récurrente d'électricité. Y en a-t-il d'autres? Merci beaucoup. Donc, comme je disais tantôt, nous avons une forte demande en temps normal. OK, j'ai dit entre 6-8% donc de demande. Cette année, il était planifié une demande même de 10%, de 8%, pardon. Et donc, dans un contexte comme celui-là, avec un nombre de clients importants qui ont été raccordés sur une période relativement courte, avec beaucoup de localités qui ont été raccordées également sur le réseau, bien évidemment, je vous ai dit que donc on exploitait le service public en limite de capacité. Et donc, quand il y a un événement inattendu qui se présente, bien évidemment, ça va créer des situations de déséquilibre. C'est une situation comme celle-là que nous vivons. L'année, il y a 2 ans de cela, on a commencé à le vivre, et cette année, c'est beaucoup plus exprimé. Et donc, nous faisons des efforts d'investissement pour essayer donc d'abord de rattraper les choses et donc également d'avoir de la marge dans l'exploitation qui est faite par la CIE. Mais bien évidemment, quand on sort des proportions, il y a donc cette situation particulière qu'il faut gérer. Et donc, en conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que nous compatissons tous par rapport à ce que subissent donc, ceux qui sont victimes de cette situation. Il y a à peu près 22 communes et villes qui sont impactées sur les 190 à peu près communes qu'on a. Et ce qui est la particularité cette fois-ci, c'est qu'il y a une forme de récurrence et bien évidemment, la durée est un peu plus importante par rapport aux incidents qu'on observe. Donc, la première chose que je voulais qu'on retienne, c'est que ce n'est pas un déficit de production. C'est une question qui porte essentiellement sur le réseau de distribution, qui est très sollicité dans cette période-là, avec donc, les expansions démographiques que nous connaissons, avec la forte demande qui est exprimée, avec la chaleur. Quand on dit la chaleur, ici, il y a 2 événements du moins, il y a 2 éléments techniques que cela pose. Le premier, c'est qu'avec la chaleur, la demande va être un peu plus importante que celle qu'on avait prévue. Le deuxième problème, c'est que les câbles, l'énergie, bien évidemment, ça produit de la chaleur.
Et donc, les câbles sont censés se refroidir. Quand vous avez des câbles qui sont dans un environnement qui est lui-même très chaud, bien évidemment, le refroidissement des câbles devient beaucoup plus difficile. Et donc, ce qui va se passer, c'est que la plupart des câbles vont céder au bout d'un certain temps. Et quand vous n'avez pas de réserve, parce que comme je vous ai dit, on est en limite des capacités. Dans d'autres pays, les pays développés, vous avez donc quelquefois donc, des réserves de capacité, des réserves de départ qui sont en réserve. Et donc, quand il y a une difficulté sur une ligne, on va basculer sur l'autre ligne. C'est une situation à laquelle nous allons arriver progressivement avec les investissements qui sont en train d'être réalisés grâce aux financements qui sont mobilisés par l'État de Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Mohamed Nour. Monsieur le directeur, bonsoir. Cette situation touche un peu à tous les ménages, touche aussi également aux entreprises. Quand je parle d'entreprise, je prends l'exemple d'un hôpital, un centre de radiologie. J'étais en communication avec un responsable qui disait que depuis hier, il a quand même dépensé près de 500 000 francs en carburant pour alimenter le groupe électrogène. Je pense également aux entrepreneurs, aux micro-entrepreneurs, la vendeuse de poissons qui, par exemple, aujourd'hui a du mal à conserver son poisson. Je pense aux ménages qui, par exemple, parmi eux, il y a des personnes qui sont diabétiques. Vous savez, l'insuline, il faut bien conserver. Donc, il y a beaucoup de coûts à la fois matériels, il y a beaucoup de coûts sanitaires aussi qui sont là-dedans. Ma question, c'est aujourd'hui, qui doit assumer ces pertes-là? Est-ce que ce sont les Ivoiriens ou est-ce qu'il y a des moyens de réclamation? Merci beaucoup, Mohamed, pour cette question. Avant donc peut-être de répondre à la question, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je dis, nous faisons preuve de compassion. Et c'est vrai. Et je le dis avec toute la sincérité requise. Effectivement, c'est très embêtant. Au-delà même des pertes matérielles, il y a l'effet psychologique. Il y a l'effet psychologique. Donc, de vivre dans un environnement d'obscurité, avec cette chaleur qu'on connaît, je pense que ça, déjà, ça ne peut même pas se mesurer. Donc, on est conscient de cela et j'avoue que c'est une situation assez difficile que la plupart d'entre nous, puisque nous également et nos collaborateurs vivons en même temps que toutes ces populations dans le même environnement, hein, et donc qui subissons les mêmes choses. Et donc, c'est une situation assez difficile. C'est bien de le préciser. Quelqu'un dans les commentaires sur Facebook disait « Demande au directeur général si lui aussi il en est victime ». Ah mais bien sûr, on vit, on est dans le même écosystème, dans le même environnement. Absolument. Voilà. Nous, Côte d'Ivoire Énergie, c'est 650 collaborateurs qui sont répartis un peu partout à Abidjan, d'autres à Soubré, d'autres à Boundiali, dans nos différentes centrales. Mais CIE, c'est je crois, à peu près 5 000 à 6 000 collaborateurs qui sont répartis sur tout le territoire national, qui vivent dans les mêmes quartiers. Donc tout le monde est impacté par la situation. Tout le monde est impacté. J'ai l'habitude de dire, quand on dit ils ont coupé le courant, je dis il n'y a pas quelqu'un qui est payé pour couper le courant. C'est des incidents que nous vivons, mais en même temps qu'il y a un impact important dans la vie quotidienne de nos compatriotes. Et donc venir ici déjà, pour nous, la première des choses, c'est donc de faire preuve de compassion et de solidarité. Et également, donc on parlera des solutions pour voir qu'est-ce qui est envisagé pour résoudre ce problème-là le plus tôt possible. Et permettre à notre secteur de l'électricité de continuer sa marche vraiment vers la trajectoire glorieuse que le président Alassane Ouattara a imprimée. Est-ce qu'il y a des recours qui ont été définis, comme le demande Mohamed Nour Diarra-Souba, par rapport aux dommages qui sont subis aussi par certaines entreprises et par les ménages? Dans notre cadre institutionnel, il y a un acteur qui a été identifié. Si vous vous souvenez, quand je présentais tout à l'heure donc le cadre institutionnel, je disais qu'il y avait, en ce qui concerne donc, les acteurs publics, il y avait Côte d'Ivoire Énergie, et puis il y a l'autorité de régulation. L'ANARE. L'ANARESI. Très bien. Voilà, l'ANARESI est l'autorité de régulation, donc qui veille, n'est-ce pas, au respect donc, de l'ensemble de la réglementation, et qui a pour mission également de protéger les intérêts des consommateurs. Donc quand un consommateur estime qu'il a été lésé dans ses droits, il s'adresse donc à l'ANARE, et à l'ANARE donc de mettre en œuvre un certain nombre de diligences pour pouvoir le rétablir dans ses droits, si tant est qu'il a avéré qu'il a été effectivement victime, n'est-ce pas, d'une situation particulière au niveau du secteur de l'électricité. Très bien. C'est bon, Josias? Monsieur le directeur, j'ai deux questions courtes à vous soumettre très rapidement. Est-ce que, au niveau des câbles qui aujourd'hui chauffent et qui créent le problème qu'on connaît, est-ce que c'est la CIE ou c'est Côte d'Ivoire Énergie qui est en charge de l'installation de ces câbles-là, qui décide qu'on met 5 câbles, 4 câbles, qui décident selon les réalités du nombre de câbles. La configuration du réseau électrique. Oui, oui. OK. Le système électrique, c'est un système qui est
j'ai envie de dire, d'un point de vue technique, a une gestion collégiale. C'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire, je vous ai dit, c'est une mission des services publics, a décidé donc de faire appel à des privés pour l'accompagner dans la gestion de son service public. Mais ces opérateurs privés, ils ne peuvent pas travailler selon leur bon gré. Il s'agit d'un système unique, c'est pourquoi on appelle système électrique. Donc avec un certain nombre d'acteurs qui ont des missions précises, n'est-ce pas, et dont la mise en œuvre cohérente permet d'atteindre l'objectif de la fourniture en quantité et en qualité de l'énergie. Comprenez? Et donc, dans le cadre de la planification que nous faisons au niveau de Côte d'Ivoire Énergie, cela se fait en relation avec l'ensemble des acteurs, notamment notre exploitant, qui est la CIE, et donc qui est sur le réseau. Et donc, nous faisons l'exercice de planification ensemble. Quand on finit de faire l'exercice de planification, ça va nous permettre donc de définir les projets qui doivent être réalisés pour permettre en tout temps, à court, moyen et long terme, de faire face à la demande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre industrie, ce qui drive tout, c'est la demande. C'est la demande qui drive tout. Et c'est pourquoi, depuis le début de mon intervention, j'insiste sur le taux de croissance de la demande. Donc, c'est la demande qui est le moteur de tout. Donc, quand on définit la trajectoire de la demande, on doit identifier les ouvrages qu'on doit construire pour pouvoir répondre à cette demande-là, ici et maintenant. Donc, le plan, je vous ai envoyé des copies des plans directeurs. Vous allez voir que le dernier plan directeur, c'est 2022-2040. Jusqu'en 2040, nous avons identifié tout ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité donc, de la fourniture du service, avoir une énergie abondante au bénéfice de l'ensemble des usagers du service public. Quand vous avez fini de faire cet exercice, bien évidemment, vous allez identifier donc les projets, et donc il y a des programmes d'investissement qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais pour mettre en œuvre les programmes d'investissement, il faut bien évidemment mobiliser les financements, ce qui prend un peu de temps. Ensuite, donc, il y a les études et la réalisation des choses. Et donc, tout ce processus-là, bien évidemment, il peut être contraint par le taux de croissance exceptionnel qu'on a. Donc, si vous regardez bien, comme je l'ai dit, en 2011, quand on sort de la crise, le nombre de localités électrifiées était insuffisant, le nombre de clients était insuffisant. Les efforts ont permis de corriger cela. Mais bien évidemment, on ne peut pas résoudre tout en une seule journée. Et donc, le nouveau cycle d'investissement qui est en cours donc, de mise en œuvre va porter essentiellement sur le renforcement et l'extension des réseaux des localités qui elles-mêmes bénéficient de l'électricité. Donc, c'est ce processus qui est en cours. Et donc, on réalise donc les investissements progressivement et CIE est l'exploitant de ces investissements. Donc, quand nous, on finit de réaliser des postes, des départs, on les met à la disposition des CIE pour exploitation. Et CIE a une grande responsabilité ici, c'est de maintenir ces ouvrages-là, dans un premier temps. Ensuite, lorsqu'il y a des incidents, et ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, ce n'est pas des délestages, ce n'est pas des choses qui sont programmées. Donc, c'est des incidents. Donc, c'est la capacité, la réactivité pour prendre en charge ces incidents qu'on pourrait avoir pour réduire donc, les temps d'intervention. Et également, et ça c'est une des orientations fortes pour résoudre donc, le problème auquel on est confronté, c'est de faire preuve de flexibilité et d'adaptation au regard donc, des contraintes particulières qu'on a dans cette période-là. Et donc, faire du suivi donc, de l'ensemble des ouvrages, un suivi particulier, donc des contrôles préventifs et également adapter les équipes pour être réactifs lorsqu'on a donc, des départs qui sont avariés. Jeudi dernier, nous avons reçu un invité sur ce plateau qui disait notamment que nos infrastructures ne sont pas esthétiquement installées. Il faisait allusion notamment au fait qu'il y avait beaucoup de poteaux électriques et aussi au fait que, je ne sais pas si je peux les appeler des centrales qui sont installées dans les différents quartiers, n'étaient pas suffisamment aérées. Par exemple, quand on voit ce qui s'est passé à la Djibi ce week-end avec le départ de feu qui a plongé tout Engré pratiquement dans le noir, est-ce que les équipements aujourd'hui répondent aux normes, les installations? Heureusement que l'ensemble de nos ingénieurs ne sont pas là parce que ce serait vraiment une insulte pour l'ensemble de ces milliers d'hommes et de femmes qui sont des Ivoiriens, comme chacune et chacun de vous, et qui vraiment font les meilleurs efforts pour nous permettre donc d'avoir la qualité de la fourniture dont on bénéficie ici.
ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que si on se plaint d'une dégradation, c'est parce qu'on a un certain niveau de qualité. Ça aussi, il faut qu'on soit d'accord avec ça. Comparer, quelqu'un me dira peut-être qu'on n'a pas envie de se comparer à qui que ce soit, mais on n'est pas en dehors du monde. Je voudrais que quelqu'un, je peux mettre tout le monde au défi ici, de me présenter un seul pays d'Afrique noire qui a la qualité, n'est-ce pas, du réseau et de la fourniture qu'on a en Côte d'Ivoire. Jusque-là, c'est indéniable, il n'y en a pas. Voilà. Jusque-là. Et je suis d'accord, les Ivoiriens ont droit au meilleur. C'est normal qu'on soit exigeant dans la réalisation de la mission des services publics. Mais en même temps, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. OK? Donc, il y a un travail de qualité qui se fait. Les documents que je vais vous remettre tout à l'heure sur la planification, non seulement on a des ingénieurs qualifiés ici, mais on est même assisté et accompagné, comme dans tous les réseaux du monde, par donc, des cabinets d'expertise internationale qui interviennent également avec nous sur, d'abord, la planification, mais également sur l'évaluation régulière de nos ouvrages. Donc tout ça, c'est fait selon les normes. J'ai entendu également ce monsieur-là dire un certain nombre de choses. Je pense qu'on va l'inviter à avoir un débat qui va lui permettre d'avoir une vue plus complète et plus réaliste du système électrique qu'il est en train de critiquer. Très bien. Parce que comparé avec le système électrique américain, je l'ai entendu en parler. C'est ça. Bon, est-ce qu'on pourrait faire le même exercice dans tous les domaines? Non. Donc, nous sommes dans un pays en voie de développement, qui est dans un processus qui vise à atteindre l'émergence et qui se traduit aujourd'hui grâce aux efforts du président Ouattara et de l'ensemble de son gouvernement par une certaine attractivité de notre pays, avec des industriels qui s'installent, avec également, il faut le dire, une classe moyenne, parce que nous on regarde les moyennes de consommation par ménage. C'est des moyennes de consommation de classe moyenne qu'on a dans la plupart de nos foyers. Et donc quand on regarde tout ça, on sait que, bien évidemment, ça va prendre un peu de temps pour réaliser l'ensemble des investissements tant qu'on a ce niveau de croissance, jusqu'à ce que le marché arrive à sa maturité, n'est-ce pas? Il faut continuer donc d'investir massivement et, j'ai envie de dire, durablement. C'est ça l'exercice dans lequel nous sommes actuellement. Très bien. En attendant, effectivement, il y a des événements comme ceux que nous vivons aujourd'hui qui pourraient arriver. Et ce que nous pouvons solliciter, c'est la compréhension des usagers du service public et également mettre en œuvre de façon accélérée des mesures pour corriger cela et continuer notre marche. Alamine? Déjà, merci infiniment DG de nous faire l'honneur d'être sur le plateau. La question que je voudrais poser, c'est deux questions par rapport à votre intervention. On est convaincu que la Côte d'Ivoire n'a pas aujourd'hui un problème de production. Dans vos explications, on se rend compte que les incidents font que les installations n'arrivent pas forcément à supporter la pression. Donc la question que je voudrais poser, c'est de savoir comment ça se fait, par exemple, qu'aujourd'hui, les différentes installations domestiques n'arrivent pas à résister à certains incidents comme la chaleur, mais on se rend compte dans le même temps que les installations qui permettent de convoyer l'électricité, le courant vers des pays qu'on donne l'électricité ne connaissent aucun dommage. C'est-à-dire, en 2023, la Côte d'Ivoire a donné 977 gigawatts à des pays qui nous entourent, ce qui fait environ 7,3% de notre production locale. Mais ces installations-là n'ont pas de problème à vendre l'électricité, mais les installations qu'on a ici là n'arrivent pas à résister à ce qu'on appelle à ces différents incidents. L'autre aspect de la question, c'est de comprendre dans le même temps que vous nous dites par exemple la Côte d'Ivoire un seul câble, donc on n'arrive pas à basculer automatiquement. Si on sait que la question de la chaleur va créer des perturbations, pourquoi vendre de l'électricité quand par exemple ça peut constituer éventuellement une réserve? Donc je veux dire, si la réserve qu'on vend à nos pays voisins, si on gardait cette réserve-là, peut-être ça allait permettre de pouvoir résister à l'incident qu'on observe aujourd'hui. C'est une question que vous lui posez. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Alamine. Effectivement, c'est une question qui revient régulièrement, notamment alors qu'on a des difficultés, pourquoi est-ce qu'on exporte de l'électricité? D'abord, il ne s'agit pas, on n'utilise pas les mêmes ouvrages. Je vous ai dit tout à l'heure que la problématique à laquelle nous faisons face, donc les défis actuels portent sur le réseau de distribution, alors que l'export se fait sur le réseau de haute tension, de haute et très haute tension. Nous avons aujourd'hui donc nos réseaux d'export, c'est du 225 000 volts.
On a même en Côte d'Ivoire des réseaux de 400 000 volts aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'incident à ce niveau, il n'y a pas de difficulté à ce niveau. Par contre, c'est sur le réseau de distribution. Donc, si je voulais faire avoir une image, c'est comme si vous prenez l'autoroute ici, vous arrivez jusqu'à Boaké, il n'y a aucun problème. Vous pourrez arriver jusqu'à Boaké. Maintenant, peut-être dans la ville de Boaké, allez dans votre quartier, là où vous devez aller, vous pourrez connaître des embouteillages ou bien des routes qui sont inondées. Ce n'est pas une raison pour que celui qui devait partir à Katoula ne puisse pas partir. Parce que lui ne va pas dans les ruelles et dans les quartiers dans lesquels vous partez. C'est la même situation que nous vivons. Donc, le réseau de transport en haute et très haute tension n'est pas concerné. Donc, c'est le réseau de distribution, donc le réseau de moyenne et basse tension qui est concerné par donc, la situation présente. Deuxièmement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas de problème de capacité de production. Donc, on arrive à faire face à la demande qui s'exprime actuellement. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 3200 mégawatts installés. La pointe, à ce jour-là, on est autour donc, de 2400. On prévoit une pointe nationale dans le mois d'avril ou peut-être début septembre, là, c'est-à-dire le plus haut niveau de consommation, autour de 2500 en termes de puissance, de 2500 mégawatts. Voyez-vous? Et donc, la capacité installée permet, en dehors d'aléas majeurs, donc de grosses pannes sur une unité de production, de faire face à cette demande. Donc, on peut satisfaire la demande et également exporter. Maintenant, pourquoi on exporte également? Déjà, l'orientation, elle est claire en Côte d'Ivoire. On ne peut pas exporter si on n'a pas satisfait la demande nationale. C'est une instruction, c'est une orientation des plus hautes autorités. On n'exporte pas si on n'a pas satisfait la demande nationale. Donc, on n'exporte que lorsque on est en capacité donc, de satisfaire la demande nationale. Et quand il y a des pics, oui. Quand il y a des pics, oui. Est-ce qu'on peut surseoir à l'exportation? Je pense que c'est un peu là où il veut en venir. Ça arrive dans tous les pays au monde. Ça arrive que donc, on réduise les exportations pour pouvoir satisfaire un peu plus la demande nationale. Ça arrive. Mais ce que je voulais dire ici, c'est qu'on a une activité qui est elle-même saisonnière. Saisonnière dans l'année, saisonnière dans le mois et même dans la journée. C'est-à-dire la consommation à 9h, 10h est complètement différente de la consommation à cette heure-ci. Les pics de consommation, nous allons les observer donc, dans la nuit. Et j'ai l'habitude donc de donner une image. C'est comme si vous avez des cars pour transporter le personnel de NCI. Et généralement, le personnel, ils viennent peut-être à 8h, tous ensemble, et puis ils repartent à 17h. Mais entre 8h et 17h, vous avez vos véhicules qui sont là, à l'arrêt. Est-ce que ce n'est pas intelligent, n'est-ce pas, d'utiliser ces véhicules-là pour transporter des gens et qui vous permettent donc d'avoir des ressources pour assurer le renouvellement de vos véhicules? Dans le même temps, on prend le risque que ça peut faire un accident. Oui, ça peut arriver. On ne pourra pas venir chercher les employés. Oui, ça peut arriver. Mais je pense que d'un point de vue de logique économique, personne ne comprendrait que ce soit là, que ce soit des actifs qui s'amortissent comme ça et qui ne permettent qu'on ne les rentabilise pas sérieusement. Déjà, dans la même logique, si on n'a pas un problème de production, pourquoi ne pas avoir beaucoup de véhicules? C'est-à-dire, on se rend compte qu'au lieu de laisser les véhicules stationnés, on peut faire une activité qui fait rentrer de l'argent, mais tout en on n'oublie pas la mission principale. Et vu que la Côte d'Ivoire aussi combine énergie hydroélectrique, énergie thermique et même du solaire, pourquoi ne pas aussi, peut-être, je ne sais pas, produire tellement suffisamment qu'on n'aura plus de problèmes pour pouvoir faire tourner... En d'autres termes, est-ce qu'on a, Côte d'Ivoire Énergie a aussi aujourd'hui les capacités d'anticiper les pics de consommation? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. La planification, pour le premier principe, c'est comment vous évaluez l'évolution de la demande. Dans tous les pays au monde, c'est le même exercice qui est fait. Et ce qu'on fait, on se réserve des marges. Voilà. Donc, on se réserve des marges. Dans notre industrie, la marge tourne autour de 15%. Voilà. Donc, on doit avoir 15% à peu près de marge. Ça, c'est la marge d'exploitation. On va plus loin. On essaie d'avoir en réserve, n'est-ce pas, l'équivalent de la plus grande unité de production. Pour que si elle tombe en panne, donc celle qui est en réserve là puisse prendre le relais. Seulement que cet exercice, c'est ce qu'on appelle la redondance. C'est comme quelqu'un qui a un groupe électrogène chez lui. Vous faites l'investissement. S'il n'y a pas de coupure d'électricité, vous n'utilisez pas votre groupe électrogène, mais vous avez fait l'investissement. Aujourd'hui,
on va y arriver progressivement. Mais aujourd'hui, faire des investissements, donc surinvestir aujourd'hui, mais quelqu'un devra l'assumer. Quelqu'un devra le porter. Et ce quelqu'un, normalement, dans la logique d'une économie, n'est-ce pas, ouverte comme la nôtre, c'est le consommateur qui doit le porter. Normalement. Et donc, est-ce que ce serait socialement acceptable qu'on fasse des investissements pour avoir des réserves en termes de départ, en termes de capacité de production, qui vont se traduire par des milliers de milliards d'investissements, juste pour pouvoir faire face aux situations difficiles qui pourraient apparaître ici et là. Ça, c'est un choix. Ou bien l'autre choix aussi, on sait qu'en Côte d'Ivoire, à telle période, le soleil va forcément augmenter. Donc on anticipe, par exemple, au niveau peut-être des turbines, ou bien de la manière dont le courant va translater pour faciliter aussi la panne. C'est-à-dire au niveau des installations, puisqu'on sait toujours que ça va arriver depuis maintenant quelques années. Donc pourquoi aussi la puissance publique ne prenne pas des mesures par rapport au budget qui est voté pour pouvoir faciliter aussi? Il y a des investissements qui sont faits. Ce que je suis en train de dire simplement, il y a la situation idéale à laquelle on pourrait toutes choses, mais cette situation idéale, elle a un coût. Et donc, on est obligé de raisonner, on fait un raisonnement technique, mais un raisonnement économique également, disant que on a anticipé, parce que si vous regardez l'année dernière, le taux de croissance de la demande qu'on avait estimé, le taux de croissance qu'on a pris en compte pour 2026 est supérieur à celui de l'année dernière, pour tenir compte donc du niveau de chaleur qu'on a eu l'année dernière. Mais cette année, ça fait un peu plus que ce qui avait été prévu, du moins ce qui avait été donc anticipé par nous. Je ne pense pas que quelqu'un s'attendait à ce niveau de chaleur auquel on fait face aujourd'hui. Et ça se traduit par quoi? À peu près 300 mégawatts de plus que février de l'année dernière. 300 mégawatts de plus, 300 mégawatts, c'est à peu près l'équivalent, même quelquefois un peu plus que la moitié de la capacité installée de certains pays de la sous-région. C'est ce que nous prenons entre février 2026 et février 2025 et février 2026. Bien évidemment, quelqu'un aurait pu dire, mais vous aurez pu donc faire des investissements. Mais je vous ai dit, ça fait 10 000 milliards, ce qu'on avait déjà prévu. Il faut bien que quelqu'un le supporte. Aujourd'hui, c'est l'État qui fait les efforts d'investissement, bien évidemment, selon un rythme donc, à partir duquel il met progressivement les ressources à disposition pour le réaliser. Mais dans d'autres pays, quand on fait des discussions avec les institutions internationales, c'est de dire que c'est au consommateur de le prendre en charge. Mais nous comprenons tous aujourd'hui que le tarif, c'est un outil social. Et puis également, c'est quelque chose qui doit être source de motivation pour permettre aux gens d'investir chez nous. Parce que c'est le premier facteur de production. Et donc, c'est des choix qu'on fait. Et comme je l'ai dit, on est à la limite, n'est-ce pas, de capacité. Mais s'il n'y a pas d'événement extraordinaire, on passe tranquillement jusqu'à ce qu'on finisse le cycle des investissements sur lesquels nous sommes. Et ça permet donc de faire des investissements et de ne pas solliciter un peu plus que ça donc les usagers du service public. Très bien. Mohamed Nour. Oui, monsieur le directeur, je veux qu'on aille directement droit dans le but. Les Ivoiriens aujourd'hui ont entendu beaucoup d'explications, mais ce qu'ils attendent aujourd'hui, ce n'est pas forcément les explications, c'est aussi les solutions. Tout à fait. Donc à quand est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration? Est-ce que ça va être dans 6 mois, dans moins de 6 mois, dans 1 an? Et voilà, qu'est-ce que vous proposez comme solution aujourd'hui? Merci beaucoup. Alors, donc cette situation d'exception appelle bien évidemment des mesures d'exception. Je voudrais être précis déjà. C'est que, comme je vous l'ai dit, il y a des programmes d'investissement qui sont en cours, qui sont mis en œuvre conformément à nos plans directeurs. Mais quand on est devant une situation d'exception, bien évidemment, ça appelle également donc, la prise de mesures exceptionnelles. Donc, il y a eu des séances de travail avec notre hiérarchie, donc notre ministre de tutelle technique, à l'issue desquelles on a identifié donc, un certain nombre de mesures particulières, en plus donc, des investissements que nous faisons déjà conformément donc, à nos plans directeurs. Et également donc, des mesures d'exploitation adaptées qui doivent être mises en œuvre par la CIE. Donc, je commencerai déjà par les investissements. Donc, ce qui a été donc, décidé, c'est qu'il y a un programme particulier, spécifique, qui va porter uniquement sur la qualité du produit. Comment faire pour améliorer la qualité du produit pendant qu'on continue donc de développer nos autres programmes. Donc, un programme d'à peu près 700 milliards donc, a été donc, proposé et a commencé à être mis en œuvre progressivement grâce aux ressources, n'est-ce pas, mobilisées par l'État. Et donc, ces projets ont commencé à être déroulés et vous allez constater au plus tard la semaine prochaine donc, des travaux d'envergure qui vont être réalisés
dans le district d'Abidjan et également donc, dans un certain nombre de localités. Donc à partir de la semaine prochaine, on peut s'attendre à des améliorations? Non, non, non. Je dis que vous allez voir des travaux d'envergure. Il y a un temps technique de mise en œuvre des projets. C'est ce temps-là, justement, voilà. qu'on veut... Et je vais y arriver. Oui. Donc déjà, pour nous, le plus important, c'est que les problèmes aient été complètement identifiés, les solutions également, et que des ressources aient été mobilisées pour faire face à cela. Et donc, ces travaux vont commencer. Et bien évidemment, ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire qui va en ressentir donc, les effets le même jour, mais progressivement. Donc, certains, c'est une question de semaines. Pour d'autres, ça prendra un peu plus de temps que cela, compte tenu donc, de la spécificité technique des travaux à réaliser. Mais une chose est certaine, c'est que donc, progressivement, jusque dans les semaines à venir, les gens vont commencer à ressentir l'effet de cette situation. Et ça nous garantit que l'année prochaine, s'il y a de nouveaux pics de chaleur, on n'aura pas encore les mêmes problèmes? Déjà. Et donc, comme je disais, l'État a décidé d'investir jusqu'à hauteur de 700 milliards pour prendre en charge cette problématique. Donc, on aura, par exemple, dans la ville d'Abidjan seulement, parce qu'il faut qu'il y ait des indicateurs qu'il faut que je vous donne. Bingerville, en 2011, avec un seul départ, tout Bingerville avec un seul départ. Aujourd'hui, Côte d'Ivoire Énergie a construit 7 nouveaux départs de 2011 à aujourd'hui. Mais tous les départs sont quasiment saturés. Or, il nous faut des réserves. Donc, on a décidé immédiatement construire 20 nouveaux départs dans la ville d'Abidjan uniquement. Déjà, donc, qui vont permettre, en plus donc, de la réparation de ceux qui sont en exploitation aujourd'hui, donc permettre de décharger certains des départs, mais également d'avoir donc des réserves pour donc, des situations difficiles qu'on pourrait avoir. Très bien. Donc le temps que cela finisse. Et c'est important. Il y a des mesures également au niveau des CIE. Donc CIE va adapter son exploitation pour faire en sorte qu'on ait beaucoup de maintenance préventive pour éviter donc un certain nombre donc, de défauts qu'on pourrait constater. Et en cas donc, de difficulté, avoir une réactivité qui soit plus rapide. Donc dans les semaines à venir, les premiers effets vont commencer à se faire sentir dans certaines zones. Et ce que nous demandons simplement, c'est la patience des uns et des autres. Progressivement, on arrivera à corriger toute cette situation-là. Monsieur le directeur général, on comprend avec vos explications que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème de production. Donc peut-être que le problème finalement se trouve au niveau de la distribution. Le réseau de distribution aujourd'hui, est-il devenu vétuste ou bien il est saturé? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il n'est, bien évidemment, vous pouvez avoir quelques appareils ici et là qui ont un certain âge, ça c'est normal. OK? Mais en réalité, on est dans un processus d'investissement continu. Et ce que chacun de nous, aussi bien les mandants que les usagers du service public doivent comprendre, c'est que tant qu'on a cette croissance-là, on devra faire des investissements de façon durable, massif et durable. Et ça, je pense que c'est compris. Donc c'est ça vraiment le défi auquel on est confronté. Jusqu'à ce que, comme je l'ai dit, on arrive à la maturité de notre marché et qu'on soit comme les autres pays où on a des taux de croissance de 1 ou 2%. Donc c'est ça le truc. Et donc il faut faire des investissements complémentaires en plus de ceux qui ont été réalisés. Je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure pour me présenter, non pas pour marquer une quelconque fierté sur les réalisations qui ont été réalisées, qui ont été faites, mais plutôt pour qu'on comprenne donc l'évolution de notre écosystème et qui va contribuer également à nous mettre face aux défis nouveaux que nous devons donc résoudre aujourd'hui. Donc c'est une question d'investissement et le gouvernement l'a compris, a commencé à mobiliser des ressources additionnelles en plus de celles qui étaient déjà mises en œuvre pour les plans directeurs et ça va nous permettre donc de corriger cette situation-là le plus rapidement possible. C'est moi, Josias. Monsieur le directeur, l'une des choses qu'on remarque, et vous l'avez signifié, c'est que le problème, contrairement au niveau de la production, se trouve au niveau de la distribution. Et à ce niveau-là, ce qui est intéressant aussi, c'est on se demandait, et vous avez expliqué aussi, comment ça se fait que le problème peut être au niveau de la distribution. Vous avez signifié que la demande évolue, on a des pics par moment. Alors, face à cette demande-là, celui qui se trouve le mieux placé dans le domaine de la distribution, c'est la CIE. Et la CIE, dans mes recherches, je tombe sur une information très intéressante. Il y a quelques années de cela, a proposé à Synergie de passer à 1800 postes de transformateurs. Et on se rend compte que dans l'exécution, on a plutôt 600. Et on demande même à CIE de produire 100.
Et finalement, au niveau des résultats, on n'a pas les 1800 qui ont été demandés par celui-là qui maîtrise mieux la distribution. Et on a encore les problèmes qu'on avait qui continuent et qui aujourd'hui encore fatiguent la population ivoirienne. Est-ce que, d'abord, au niveau de la communication entre la CIE et Synergie, tout va bien? Et au niveau de l'application, donc de la mise en exergue des méthodes qui peuvent répondre aux problèmes, est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui d'accord, au vu de ce qu'on voit là, avec cette proposition qui avait été faite par CIE? Merci beaucoup. Bon, les gens de la CIE qui vous l'ont dit, j'espère qu'ils vous ont dit qu'on a une relation cordiale. On a une relation cordiale, on a une relation parfaite, et chacun dans son rôle. Je voudrais dire qu'il y a la situation idéale qu'on pourrait tous rechercher. Et il y a la réalité, n'est-ce pas, des moyens, n'est-ce pas, qui progressivement vont être mis en œuvre pour nous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre l'objectif idéal qu'on vise. C'est ça l'exercice. Alors, quand, je ne sais pas, mais les plans directeurs, comme je l'ai dit, c'est un exercice que nous faisons d'un commun accord pour identifier les besoins d'investissement. Et donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Le deuxième truc sur lequel nous sommes tous d'accord, on aura difficilement la situation idéale avec les niveaux d'investissement de 10 000 milliards qui reprennent la moitié du budget de la Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut le comprendre. Et donc, ce qui est demandé, c'est que chacun de nous devra faire des efforts. Nous pensons que, même si tout n'est pas parfait, les ouvrages qui sont mis à la disposition de la CIE doivent permettre de faire, donc j'ai envie de dire, d'assumer donc le service public dans des bonnes conditions. Et c'est ce qui se faisait jusqu'à ce qu'on ait donc cette situation particulière. Vous observez que quand on sort de la période de chaleur, on n'a pas ce genre de débat. Vous êtes d'accord avec moi? On a ce débat quand la période de chaleur depuis 3 ans, et particulièrement cette année. Et donc, ce que nous disons, c'est quoi? C'est que si on n'a pas d'incident, avec les ouvrages dont la CIE dispose dans le cadre de l'exploitation, on doit être capable donc d'assurer, bien évidemment, avec des limites de capacité dont nous sommes conscients, on doit être capable d'assurer une certaine qualité de la fourniture. Et c'est ce qui se fait. L'autre élément également qui est important à notre sens, c'est que et ça, CIE le fait, et nous avons décidé donc, sur instruction du ministre, d'assurer un contrôle particulier pendant cette période-là. C'est que quand vous finissez de faire des ouvrages, il y a sa maintenance également. Il y a également donc, le suivi donc, de l'évolution du fonctionnement de l'ensemble du système, qui est de la responsabilité de la CIE. Et donc, le rôle que nous avons, c'est de suivre donc, la CIE dans l'exercice de cette mission-là. Ce que nous allons faire dans cette période-là, c'est d'accélérer, du moins d'intensifier donc, ces contrôles sur la mise en œuvre donc, de ces dispositions. Et donc, pour finir, je dis, il y a la situation idéale. On aurait tous aimé avoir suffisamment de réserves. Je pense que ça leur donnerait plus de confort d'exploitation. Mais aujourd'hui, le réseau que nous avons est quand même relativement maillé. On a quand même un certain nombre d'ouvrages importants sur notre réseau. Et nous pensons que, intelligemment, ensemble, nous faisons ce qu'il faut pour assurer une certaine qualité de la fourniture dans notre pays. Nous, Maurice Sidibé, directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, ce soir dans la quotidienne info pour répondre aux questions d'Alassane Drabo et de ses chroniqueurs. Monsieur le directeur général, à cette étape de notre émission, on va marquer une petite pause, vous permettre de souffler un temps soit peu. Et on se retrouve dans quelques petites minutes pour la suite de la discussion. Merci. Tout de suite. La saison 6 des Femmes d'ici accueille une nouvelle chroniqueuse, une personnalité affirmée. Ah, ça va super bien. Je suis heureuse d'être avec vous et de retrouver tous les chers téléspectateurs et téléspectatrices de NCI. Les Femmes d'ici parlent aussi d'éducation. Mais il y a le comportement que l'enfant a à la maison et il y a le comportement que l'enfant adopte quand à l'école. Prends ton savoir et moi, en tant que maman, c'est mon rôle de te dire, écoute, j'ai payé cette école-là, par exemple, mais je ne peux pas t'acheter des baskets à 70 000 francs. Au menu, des témoignages. Elle avait quelque chose à me faire remarquer. Elle a dit, mais je constate que tu rentres tard. C'est vrai que tu cherches de l'argent pour prendre soin de nous et ta famille, mais ça peut avoir un impact dramatique après. Ça m'a beaucoup fatigué dans mes relations. Ici, on se remet en cause. Si moi, je savais que le produit allait me donner mamie, je n'allais même pas toucher le produit. Il y a des réponses qui
instruisent. Si je fais une procédure pour avoir une autre nationalité, je perds ma nationalité. Vous perdez votre... D'accord. Le problème, c'est quoi avec les hommes actuels? Les hommes veulent que les femmes soient comme les femmes d'hier, mais eux ne veulent pas être comme nos parents d'hier. Suivez Les Femmes d'ici du lundi au vendredi à 13h05 sur NCI. Le coffre magique revient pour une nouvelle saison avec plus de surprises, plus de suspense et plus de défis. Soyez les bienvenus sur le plateau du coffre magique. Le coffre magique passe à la vitesse supérieure. Pour cette nouvelle saison, de nouvelles règles, des défis encore plus intenses et surtout jusqu'à 3 millions de francs CFA à gagner. Entre culture générale, stratégie et hasard, les candidats devront faire les bons choix pour s'asseoir dans le fauteuil magique. Ne manquez pas le plus grand jeu télévisé de culture générale de Côte d'Ivoire du lundi au vendredi à 17h30. Et nous voilà de retour sur le plateau de la Quotidienne Info avec comme invité ce soir le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, nous, Maurice Sidibé. Avant la pause, Alamine Fofana, vous aviez une question? Oui, c'est par rapport à la question qui a été abordée par Mohamed Nou sur les dédommagements, éventuellement sur les ménages et aussi sur les entreprises. Parce que, naturellement, on a conscience que l'incident exogène peut dépasser les acteurs investis de puissance publique. Mais après, c'est un peu comme toutes les thématiques que l'État central traite. Le terrorisme, l'État aussi ne peut pas savoir qu'il y a des acteurs qui sont cachés quelque part là-bas pour frapper. Et lorsque ça arrive, il y a un contrat tacite entre les populations et les dirigeants. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens paient l'électricité pour pouvoir travailler. Donc, on a parlé de anarésie de manière factuelle. On prend le cas, par exemple, d'une entreprise, qui a une poissonnerie. Donc, quelqu'un qui a vu tous ces poissons qui ont été gâtés à hauteur de millions parce qu'on coupe l'électricité dans la zone. Est-ce qu'il a une chance d'avoir un dédommagement? Oui, vous avez dit qu'il faut saisir, mais de votre expérience, est-ce que, au vu de la situation, il y a un minimum de chances d'avoir un dédommagement? Et aussi pour les ménages, est-ce qu'on peut avoir aussi peut-être une réduction ou bien un temps de latence pour pouvoir payer les différentes factures parce que ça a certainement aussi impacté la qualité du travail des gens? D'accord. Merci beaucoup, Alamine. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de venir parler donc des sujets qui ne sont pas de ma responsabilité. Certainement, donc l'ANARE pourra répondre à ces questions-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons un pays qui est sérieux. Donc quand la Côte d'Ivoire se dote de tests, c'est pour pouvoir les appliquer, pouvoir les mettre en œuvre. Donc la réglementation prévoit la possibilité pour un usager qui se sent lésé dans ses droits, donc d'avoir un recours. Mais ce recours-là, il doit pouvoir s'exprimer et également lui donner satisfaction si, effectivement, sa plainte est fondée. Non, dans le cas, c'est fondé. Voilà, donc moi, je me dis, il ne faut pas avoir d'a priori. Si vous voulez donc exercer votre droit, vous adressez à l'ANARE qui pourra vous répondre. Très bien. Déjà, à titre personnel, vous aussi, vous nous avez dit que vous avez été aussi... vous êtes concerné par la question. Bien sûr. Est-ce que vous allez porter plainte pour avoir aussi... Non, Alamine, je pense qu'il veut rire. Alors, monsieur le directeur général, on a entendu aussi l'année dernière, vers avril 2025, Bloomfield, qui, dans son rapport risque pays 2025, avait annoncé que le temps moyen de coupure en Côte d'Ivoire était passé de 19 heures en 2019 à 29 heures en 2024. Ce qu'on veut comprendre, est-ce seulement les pics de consommation, comme ces moments de forte chaleur, comme vous l'expliquez tout à l'heure, qui justifient cela, ou bien il y a un sérieux problème dont on ne parle pas? Donc, je n'ai pas vu les chiffres avancés par Bloomfield, mais j'estime que dans notre pays ici, les acteurs qui sont le mieux à même donc, de donner des chiffres officiels, c'est nous et c'est la CIE et c'est le ministère de l'Énergie. Il faut noter qu'en 2011, le temps moyen de coupure était de 47 heures. Fin 2025, le temps moyen de coupure, c'est 18 heures. 18 heures. Très bien. Temps moyen de coupure. Maintenant, il y a la perception des gens. Parce que, je vous donne un exemple simple. Je prends la ligne de Djibi aujourd'hui. Ils ressentent le plus parce qu'ils ont donc un câble enterré qui est très fragilisé aujourd'hui. Et c'est là-bas que se passe
une bonne partie des incidents qui impactent la plupart des quartiers. Donc lui, même quand on dit 18 heures, lui, par exemple, ceux qui sont sur cette ligne-là, le temps que je pense qu'ils ont été repris complètement à la date d'aujourd'hui, on espère qu'il n'y aura pas d'autres incidents. Mais pour ceux qui ont vécu dans cette période-là, tout mis ensemble autour pour l'année 2026, ils vont estimer que c'est allé largement au-delà, et c'est vrai. Mais par contre, on a des quartiers à Abidjan ici qui ne sentent même pas ce qui se passe. Donc quand on prend la moyenne de l'ensemble du pays, on est à 18 heures en fin 2025. Je l'ai dit tantôt, on a 22 communes qui sont concernées sur les 190 ou 195 communes donc, de la Côte d'Ivoire. Là, il y en a qui ne sont pas concernés. Et donc quand on fait la moyenne, on va se rendre compte que dans votre quartier, vous pouvez avoir une perception d'avoir suffisamment subi cela, et c'est certainement vrai, mais il y a d'autres qui ne l'ont pas subi. Donc quand on regarde la moyenne nationale, aujourd'hui, en fin 2025, on était à 18 heures. Très bien. Contre 47 heures en 2011. Très bien. Josias? Monsieur le directeur, j'aimerais également savoir comment est-ce que ça se fait, pour revenir à cette question-là, qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend la localité d'Angré, on peut avoir dans un quartier 2 maisons qui se font face. Oui. Et il y a coupure dans la maison A, par exemple, et il n'y a pas coupure dans la maison B. Pourtant, on est dans le même quartier, on est ensemble. Comment est-ce que ça se fait? Donc, ils ne sont pas sur le même départ. Vous comprenez? Et donc, c'est comme quelqu'un qui vient ici. Donc, si vous venez de Trècheville, ou même de la voie du port là-bas, vous ne pouvez pas connaître d'embouteillage et puis arriver ici. Pourtant, tous les deux, vous venez ici. Et puis, donc, quelqu'un qui viendrait du plateau, comme moi je l'ai subi tout à l'heure, pourrait avoir 20 à 25 minutes d'embouteillage. On dirait que tous les deux viennent ici. Comment se fait-il que celui-là puisse arriver un peu plus tôt que l'autre? C'est la même chose. Donc, on peut avoir 2 voisins qui ne sont pas alimentés par le même départ. Pourquoi? Simplement parce que, par exemple, vous avez construit votre maison en premier, et donc, il y a un poste et il y a un départ qui vous alimentait, vous. Et puis, on se rend compte que si on vous raccorde les nouveaux qui arrivent sur le même départ, le départ sera surchargé. Donc, il y a un nouveau départ qu'on a construit qui va vous alimenter, vous, bien que vous soyez voisins. Et donc, si le câble a été pioché, le câble qui alimente chez vous a été pioché, quand on ne l'a pas réparé, vous n'avez pas l'électricité, mais votre voisin là, parce qu'il était sur un départ différent du vôtre. Donc, c'est un peu, c'est ce qui explique un peu donc, cette situation que vous voyez. Et donc, si notre personne est choisie, donc Josias, lui, on va le fatiguer un peu plus en faisant ceci et l'autre, non. Donc, c'est des contraintes techniques qui amènent à constater ce genre de situation. Monsieur le directeur général, vous êtes au cœur du système énergétique de la Côte d'Ivoire. Pour avoir NCI, pour avoir une telle émission de qualité avec la quotidienne Info, il a fallu qu'en 2019, le président Ouattara libéralise le secteur de l'audiovisuel. Et certains Ivoiriens disent que pour avoir une meilleure qualité que celle qu'on a aujourd'hui de l'électricité, il faut qu'on libéralise aussi le secteur. Pourquoi on n'y arrive toujours pas? C'était pourtant l'une des promesses aussi du président Ouattara. Tout à fait. Effectivement, nous sommes pour la plupart d'entre nous des libéraux et on considère que la concurrence est vertueuse. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et aujourd'hui, donc, la commercialisation a été libéralisée. Dans notre réglementation, la commercialisation est libéralisée. Bien évidemment, il faut que, donc, si demain, Alassane et vous vous mettez ensemble et que vous venez donc pour peut-être demander donc à pouvoir faire de la commercialisation. Je suis convaincu que votre demande va être analysée. J'en parlerai tout à l'heure au directeur général Ange Guéhi. Voilà. Il sera à la tête du groupe. Ça va être analysé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que commercialisation est différente de la distribution. Aux États-Unis, en France, dans tous les pays modernes, la distribution se fait par zone. Donc, vous et votre voisin ne pouvez pas avoir 2 distributeurs différents. Par contre, la commercialisation, c'est ceux qui vont venir vous démarcher pour avoir un abonnement et ceux qui vous allez payer vos factures et qui sont eux-mêmes les clients des distributeurs. Il peut en avoir plusieurs dans une même zone. C'est ça, il faut bien comprendre parce qu'il y a quelquefois des fantasmes qu'on fait sur un certain nombre de choses. Donc, la distribution, c'est par zone. Je vous ai dit que, et là, il faut qu'on regarde bien quelle est aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'envergure de notre réseau et l'envergure de notre système électrique. Il y a 15 ans de cela, on n'avait que 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés, vous le partagez entre combien de distributeurs? Ce n'est que maintenant qu'on arrive à 5 millions d'abonnés. Ce n'est que maintenant.
Et donc, il faut que le marché soit suffisamment dense pour qu'il y ait la possibilité d'avoir un peu plus de distributeurs. Et également, la répartition géographique de nos abonnés. Vous avez près de 65% des abonnés qui sont à Abidjan. C'est ça notre réalité. Et aujourd'hui, donc, grâce à la politique du président Ouattara, qui a consisté à faire en sorte que quasiment toutes les localités administratives soient électrifiées, aujourd'hui, il nous reste moins de 200 localités administratives qui ne sont pas électrifiées, au sens administratif, hein, de la Direction générale de l'administration du territoire. Il reste moins de 200. Très bien. Monsieur le directeur général, est-ce que même sur le cas de la commercialisation qui est libéralisée, comme vous nous l'apprenez, est-ce que c'est accessible, favorable aux entreprises ivoiriennes? Non, ce que je disais tantôt, les entreprises, ce qui guide leur action, c'est la rationalité. S'ils estiment, ils savent tous que c'est libéralisé, les hommes d'affaires ici savent que c'est libéralisé. Si les gens peut-être n'expriment pas d'intérêt pour l'instant, c'est parce que leurs études permettent, du moins leur démontrent que le marché n'est peut-être pas suffisant aujourd'hui pour venir compétir avec d'autres, je pense. Très bien. Sinon, s'ils estimaient que c'était suffisant, ben, je pense qu'ils seraient venus. De plus en plus d'Ivoiriens parlent d'énergie solaire. Je pense que Mohamed Nour Diarra-Souba en est un partisan de cette théorie. Oui. Est-ce qu'on peut aller vers ça? Est-ce que l'Ivoirien lambda aujourd'hui peut s'équiper en énergie solaire? D'abord, on a 3 régimes en Côte d'Ivoire en ce qui concerne donc, ce qu'on appelle les sources renouvelables. Donc on a le régime de l'accès sans autorisation, donc libre, de l'accès libre. OK. On a le régime donc, de l'autorisation préalable, donc en fonction de la puissance que vous allez mettre en place. Donc pour votre consommation domestique, vous n'avez besoin d'aucune autorisation. Et beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui le font. Moi-même, j'en expérimente. Même chez moi à la maison, actuellement, ça fait 1 an et demi que je suis en train d'expérimenter. Donc ça, c'est libre. Tout le monde peut le faire. Par contre, quand on a atteint une certaine capacité et que donc, ce n'est pas pour notre consommation uniquement, on doit pouvoir le revendre, donc on bascule sur un autre régime et qui nécessite donc d'avoir des autorisations de la part donc, de l'administration. Voilà qui est bien compris. C'est possible pour tout le monde de le faire. Oui, Mohamed Nour. Oui, mais quand tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'il y a une demande qui est autour de 6 à 8% à l'année, face au grand taux d'urbanisation qu'on a et à la croissance rapide, surtout urbaine, qu'on a. Est-ce que les investissements, justement, en termes d'énergie solaire ont suivi le rythme? Parce que, regardez, en Côte d'Ivoire, on a environ 2000 à 2500 heures d'ensoleillement. On a le soleil partout. Parfois, on s'en plaint, on dit qu'il fait trop chaud. C'est ça. Donc, aujourd'hui, quand je vois que les barrages hydro qu'on a, les barrages dépendent essentiellement du climat, des conditions climatiques. Vous voyez, le réchauffement climatique fait que parfois il y a la sécheresse et donc ça peut impacter aussi la production. Est-ce que les investissements dans le solaire ont vraiment suivi le rythme aujourd'hui? Vous dites que vous expérimentez, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment commencé. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être intensifier les investissements dans l'énergie solaire? En faire une priorité? Absolument. Et là, je pourrais rassurer donc l'ensemble de nos compatriotes que c'est une priorité de l'État de Côte d'Ivoire. La preuve, comme je l'ai dit, nous, à Côte d'Ivoire Énergie, généralement, ce que nous faisons, c'est d'essayer d'être le pionnier pour encourager l'initiative privée. Donc, nous, à Côte d'Ivoire Énergie, c'est nous qui avons fait la première centrale solaire à Boundiali. Nous sommes allés, on a fait même une deuxième phase. Aujourd'hui, on a une capacité installée à Boundiali de 83 MW. Aujourd'hui, on a au moins une vingtaine donc, de projets solaires en termes de parcs de production solaire. Hein. On a une vingtaine de projets qui sont portés par le ministère donc, de l'Énergie aujourd'hui, avec des projets qui sont en cours de réalisation. Par exemple, on a le projet de Ferké Solar, qui est actuellement en plein essai. Ils ont quasiment fini, ils sont en train de faire des essais pour être accordés au réseau. Donc, on a plein d'initiatives dans ce sens-là. Nous-mêmes, Côte d'Ivoire Énergie, on s'apprête à faire 2 nouvelles centrales solaires, n'est-ce pas? Et donc, il y a des initiatives qui sont prises dans ce sens. Par contre, maintenant, donc, le sujet, parce que quelquefois, quand on est chez nous, on parle donc de faire des centrales solaires, mais les meilleurs élèves en Europe aujourd'hui, c'est des installations individuelles domestiques. OK? Des installations individuelles domestiques qui sont réalisées par des gens chez eux à la maison. Dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Et donc, mais comme je l'ai dit, c'est libre. Et donc, c'est à chacun de nous de s'intéresser à cette question-là et d'accepter donc de faire des investissements dans ce sens-là. Beaucoup d'Ivoiriens nous regardent ce soir, monsieur le directeur général, de votre propre expérience, puisque vous dites que vous l'expérimentez. Est-ce que c'est accessible? C'est pas coûteux? Non, c'est accessible. À mon sens, c'est accessible. C'est un investissement sur la durée. C'est ça qui est intéressant dans... Dites-nous les chiffres.
Non, je n'ai pas dit communiquer. Bon, c'est l'investissement qu'on fait sur la durée quand on décide de s'y mettre. Très bien. C'est important. Mais je vais finir rapidement, si vous me permettez. Allez-y, oui. Sur la question du solaire, c'est bon aussi qu'on comprenne les contraintes liées au solaire en termes donc de parc de production. Donc, le solaire, il a ses contraintes intrinsèques. C'est bon. Quand on a fini de faire l'investissement, on a l'irradiation qui est très forte dans notre environnement ici, ça permet de produire l'électricité. Mais la pointe en Côte d'Ivoire, c'est la nuit. Et votre installation solaire, elle n'est pas disponible la nuit. Ça, c'est un premier truc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les questions liées à l'intermittence. Plus il y a des nuages qui passent, ça va agir sur la fréquence et la tension. Et donc, ça va perturber notre réseau, il est sensible. Notre réseau, il doit rester donc stable dans un certain seuil. Et donc, on va mettre des batteries, donc des lissages, pour permettre donc de le faire. Et donc, il y a que le réseau ne peut pas absorber de façon illimitée donc, ce genre de technologie. Donc, aujourd'hui, il y a toute une réflexion qui est en cours pour voir jusqu'à quelle proportion. Donc, les premières idées, c'était de dire jusqu'à 15%, le réseau peut l'absorber. Mais la technologie avance tellement vite et que aujourd'hui, donc, la logique technique également donc, évolue et donc on est en train d'actualiser les choses. Dernière idée, c'est la batterie, les batteries. Les batteries, aujourd'hui, heureusement que ça évolue, mais jusqu'à une époque récente, quand vous faites l'installation solaire, plus les batteries, vous avez des coûts de sortie qui sont plus élevés que les autres sources de production. Et donc, aujourd'hui, donc, le tarif, comme je vous l'ai dit, c'est un instrument c'est un instrument d'équité sociale que personne ne veut toucher. Et donc, nous sommes obligés d'en tenir compte dans ce que nous mettons en œuvre. Mais ça évolue et je vous assure qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'initiatives. À l'horizon 2030, on aura 45% de notre parc de production qui sera constitué exclusivement d'énergie renouvelable. Biomasse, solaire et hydraulique. Très bien. Josias? Alors, monsieur le directeur, c'est ce qui est fait généralement dans les grands pays. Et je pense que la Côte d'Ivoire, les ingénieurs, a l'espace favorable pour le faire. Pourquoi vous avez aujourd'hui, tout à l'heure, décortiqué les insuffisances, les problèmes qu'on peut avoir avec le soleil? Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à une énergie qui est utilisée par tout le monde? L'énergie, par exemple, la centrale nucléaire. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à cette énergie-là? Parce que l'un des problèmes aussi qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup qui est tiré, parlant de notre énergie, par les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas, par exemple, à cette énergie-là? Quel est le problème et qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à l'utiliser ou à mettre cela en place? Monsieur le directeur général, permettez à Lamine de poser en 10 secondes sa question. Oui, c'est le processus d'homologation. Selon certaines sources, les équipements de Côte d'Ivoire Énergie ne sont pas assez homologués parce que les acteurs qui proposent, eux tous sont homologués, les Marocains, les Russes, les Français. Donc, ce qui fait qu'on paye aussi des équipements à bas coût. Donc, vu qu'on a l'occasion de vous avoir, c'est important d'avoir des pressions sur ça. Très bien. Est-ce que nos équipements sont homologués selon les normes internationales? Homologués par qui? Par l'expertise internationale quant à la résistance. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que le secteur de l'électricité, c'est très sérieux. On ne peut pas venir mettre sur le réseau tout et n'importe quoi. Ce n'est pas possible. La meilleure illustration, c'est considérer le secteur de l'électricité comme une transfusion sanguine. Donc, on va regarder le facteur Rhésus, on va regarder à quel groupe sanguin vous appartenez, ainsi de suite. C'est la même chose. Donc, les équipements que nous utilisons sont les équipements, j'ai envie de dire, les meilleurs équipements qui existent sur le marché. Ça, vraiment, il faut le comprendre. C'est ce qui existe, les meilleurs qui existent sur le marché et qui sont adaptés à notre réseau. Le réseau ivoirien est différent du réseau américain. Bon, j'ai vu quelqu'un essayer d'expliquer des choses. Nous, par exemple, on a 220 volts. Le réseau américain, ils sont à combien de volts? Ce n'est pas le même réseau. Très bien. Ce n'est pas le même réseau. Et donc, les équipements, d'abord, les ingénieurs sont bien formés. On est en relation avec les meilleurs partenaires qui existent dans notre environnement. Et également, donc, les investissements sont calibrés selon nos besoins et avec les meilleurs équipements qui puissent exister. Très bien. Ça, c'est une certitude. Et de la question de Josias? Oui. La centrale nucléaire. Oui, la centrale nucléaire. Effectivement, c'est une question à laquelle nous nous intéressons, comme beaucoup de pays aujourd'hui. Effectivement, on se rend compte qu'avec l'évolution de la demande, la problématique qu'on avait avec les centrales nucléaires, c'est que, telle que la technologie existait jusqu'à une époque récente, c'était de grandes capacités. Aujourd'hui, ils sont arrivés à miniaturiser, avoir donc des petites centrales qui sont possibles et qui peuvent satisfaire notre demande. Et donc ça, aujourd'hui, on est en relation avec l'AIEA,
Donc, il y a des experts ivoiriens qui travaillent sur ces questions-là. Donc, ça pour bientôt en Côte d'Ivoire. Non, mais les centrales nucléaires, c'est quelque chose qui appelle également un écosystème qu'il faut organiser, avec beaucoup de mesures de sécurité. Et donc, c'est ce processus-là qui est en cours. Et on espère que dans les années à venir, cette technologie également, on l'aura ici. Nous, Maurice Sidibé, nous sommes au terme de cette émission. Qu'est-ce que les Ivoiriens qui nous regardent ce soir, ces Ivoiriens qui, peut-être pour certains, vont encore dormir dans la chaleur et dans le noir ce soir, doivent retenir très rapidement? Merci beaucoup. Je voudrais déjà vous remercier pour cette occasion que vous nous avez donnée de parler à nos compatriotes. Je voudrais dire que tous les acteurs du secteur sont vraiment compatissants et solidaires de l'ensemble des usagers qui sont victimes de cette situation particulière. Mais si vous regardez depuis 2 ou 3 jours, la situation a tendance à s'améliorer déjà. Donc tous les départs qui étaient à problème ont été réparés. Les équipes de CIU sont restées mobilisées pendant plusieurs heures pour pouvoir le faire. Donc déjà, on voulait remercier nos compatriotes pour la compréhension dont ils font preuve. Parce que dans d'autres horizons, cela pourrait se traduire donc par des actes d'incivisme, comme on a pu remarquer quelque part dans certaines zones. Ouais. Et donc, ce n'est dans l'intérêt de personne qu'on puisse aller dans cette logique-là. Parce que je vous dis, on a besoin d'investissement. Sur le peu d'investissement qu'on a, on le dégrade, mais nous sommes tous propriétaires de c'est un service public. Nous sommes tous responsables et propriétaires de ce service public-là. Donc, merci déjà les remercier pour leur compréhension, leur exprimer notre compassion, leur dire tout ce qui est en train d'être mis en œuvre par le gouvernement et l'ensemble des acteurs du secteur pour pouvoir résorber cela le plus rapidement possible. On a également donc demandé à la CIE d'améliorer son processus de communication, parce que je pense que chacun de nous, lorsqu'on est victime d'une situation comme celle-là, on souhaiterait être informé le plus tôt possible, avoir des informations sur les travaux qui sont en cours et également avoir une date ou une heure probable de fin des travaux. Et ça fait partie également des instructions qui ont été données à la CIE pour améliorer la communication sur ces incidents qu'on pourrait observer ici et là. Et donc dire que le nouveau programme, renforcé, est en cours de mise en œuvre. Dans des zones, ils vont le ressentir progressivement, mais ce qu'on demande à nos compatriotes, c'est faire preuve de patience et également avoir confiance aux autorités ivoiriennes pour traiter cette question-là le plus rapidement possible. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie, Maurice Sidibé, d'avoir accepté en tout cas notre invitation et surtout d'avoir, avec l'ensemble de mes chroniqueurs, répondu surtout aux questions que nous avons posées. Merci beaucoup, Mohamed Nourdia Assouba, consultant en communication politique, à Sebon Josias, politologue, et à Lamine Fofana, consultant politiste. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Vous étiez plus de 5000 ce soir dans le live Facebook. Merci à tous de nous avoir suivis. La Quotidienne Info revient demain avec d'autres sujets toujours aussi importants les uns que les autres. Passez une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. À demain. Merci.